bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et c'est le dernier épisode de la semaine où on va aborder le sujet du sommeil. Pour m'accompagner, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello, salut Hermano, salut tout le monde. Et notre consultante de la semaine spécialisée dans le sommeil, Lucille. Salut Lucille. Salut Hermano, salut Olivier. Bon, c'est dommage Olivier, on finit déjà cette semaine après avoir reçu une invitée. Moi, je trouvais que c'était bien de faire des épisodes avec une invitée. Bah oui, et puis avec un sujet tel que la gestion du sommeil, je pense que pour les triathlètes, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc voilà, Lucille, on te réinvitera très probablement. Bah avec plaisir, hein. Moi je pourrais en parler des heures, donc avec grand plaisir. Bah justement, on a parlé de triathlètes, on a parlé de sommeil. Le sujet du jour, on avait prévu de parler un petit peu du sommeil chez les triathlètes. Comment est-ce que les triathlètes arrivent à dormir ou pas? Et puis après, on pourra enclencher sur l'impact de la privation de sommeil. Parfait. Très bien. Eh bien donc Lucille, le micro est à toi. As-tu des insights sur les sportifs, plus spécifiquement sur les triathlètes, savoir comment est-ce que les triathlètes arrivent à organiser leur temps de sommeil ou pas? Est-ce que c'est à base de sieste, à base de longues nuits, de 4 cycles de sommeil, ou c'est plutôt du sommeil parsemé? Et je me permets de faire peut-être une petite parenthèse avant que tu répondes, Lucille. Quand on parle de triathlète, c'est vrai que finalement on doit peut-être faire la distinction entre le triathlète professionnel qui lui va avoir justement des phases de récupération qui sont prévues finalement dans son emploi du temps, alors que le triathlète amateur en général va devoir combiner sa carrière, à savoir peut-être 8 heures par jour, et voire peut-être même un petit peu plus pour certains, une vie de famille, et en au-delà de ça, il va devoir encore caser quelques heures d'entraînement. Donc c'est vrai que souvent, je vois Hermano qui baille d'ailleurs en ce moment. On parle de sommeil, ce qui illustre pas mal nos propos. Donc voilà, c'est vrai que le triathlète va devoir caser en plus de tout ça quelques heures d'entraînement tous les jours, ou en tout cas presque tous les jours. Je pense que ça vaut la peine en tout cas de préciser la question et par rapport aux triathlètes amateurs. Très bien, alors faisons ça pour les triathlètes amateurs. Alors déjà, on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est de savoir est-ce que vous êtes plus du matin, plus du soir, donc ça je pense que c'est acquis. Définissez votre chronotype. Exactement, yes. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est de voir vos objectifs à court et à long terme. Dans le sens où c'est souvent les sportifs, amateurs ou pas, parce qu'on peut être amateur et avoir un très bon niveau aussi, ou être très assidu dans ses pratiques sportives, ça peut être d'avoir une vision à long terme des compétitions, etc. Donc de faire des plannings d'entraînement. Ce qui se fait souvent donc chez les sportifs en général, c'est de faire des plannings. On adore parler planning, etc. Donc les compétitions, on va faire... Ça on connaît. Voilà. Des 3 semaines d'entraînement intensif, et puis après une semaine un peu plus cool, après on a la course, et après on a une semaine de récup, et c'est reparti, etc. C'est un peu par cycle. Donc ça, pendant ces périodes-là, on peut justement engager des stratégies par rapport au sommeil, soit de réserve de sommeil, ou soit, si on n'arrive pas parce que les entraînements sont trop intensifs, c'est de voir dans notre gestion du temps au quotidien, où est-ce qu'on peut gagner cette récupération-là. À savoir que le sommeil, c'est pas non plus la solution magique pour récupérer le plus possible. D'accord ? Il faut aussi prendre en compte la nutrition. Bon, je pense que ça, c'est acquis. Et aussi, si vous avez l'occasion d'en faire, des bains froids, ou avec des glaçons, ou dans le lac gelé. Pour Olivier et moi, Bruxelles, Luxembourg, ça va. Voilà, lac gelé, ça va aller. Alors, Hermano, récemment, lui, il avait trouvé une solution, c'est qu'il faisait des bains gelés, pas après l'entraînement pour sa période de récupération, mais pendant l'entraînement. Tu sais, il avait même pas besoin de récupérer par la suite. C'est malin, non? C'est ça, j'allais nager en rivière gelée. C'est pas mal, ça, non? Mais j'avoue que quand j'enchaînais après sur 15 ou 20 kilomètres de course à pied, j'avais pas trop le courage de me remettre dans l'eau après pour récupérer. Et donc la cryothérapie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, dont on a déjà entendu parler, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore vraiment introduit, je pense, dans le podcast. Lucille, tu peux peut-être nous définir ce que c'est la cryothérapie et à quoi ça sert, quel est l'effet sur le corps directement? Il y a différents types de cryothérapie en fait. Il y a soit on fait de la balnéo, donc c'est-à-dire on va dans des bains froids. Donc ça c'est une sorte de récupération, d'accord? Donc les bains froids, c'est généralement 10 minutes à 10 degrés.
Donc voilà, je sais pas si vous imaginez un peu le truc, mais bon, c'est assez agréable. On met une petite musique, on pense à autre chose et puis ça passe. Donc ça, généralement, Tout se passe dans la tête. Hein. Ouais, c'est ça. C'est souvent, soit on fait bas du corps, du bas-ventre aux jambes, ou soit on peut aussi faire corps entier. Ça dépend si vous êtes plutôt sanguin nordiste ou sanguin sudiste. Voilà. Après, il y a aussi un autre concept de cryothérapie, c'est des chambres froide entre guillemets, où là il fait jusqu'à -100, -110 degrés, et là on se couvre les extrémités du corps, donc avec des gants, bonnets et chaussettes, et là on passe aussi du temps, donc là on peut bouger, etc. Donc c'est deux différents types de cryothérapie. Et moi, j'en connaissais une troisième où tes membres sont dans des boudins où justement passe du froid. Alors, je sais pas si c'est de l'azote liquide, mais t'es pas plongé dans un environnement froid. C'est plutôt tes membres. Donc, avec le bain froid, on va dire que c'est juste le bas du corps qui est concerné. D'accord. Le haut du corps peut être à l'air libre. Donc, tout ce qui est ces chambres froides à -100 degrés, c'est vraiment tout le corps qui est concerné. Et après, cette cryothérapie-là dont tu parles, c'est cryothérapie ciblée. Bon, ça revient à son nom. Donc ça va être les bras, avant-bras pour les tennismen. Exactement. Les jambes pour les coureurs. Exactement. Et le corps entier pour les triathlètes. Exactement. Donc ça a plusieurs vertus, hein, forcément sur la récupération musculaire. Hein, ça accélère le processus de récupération. Je parlais des 3 piliers de récupération tout à l'heure. C'est vrai que souvent, en fait, on essaye de cumuler ces 3 stratégies-là, à savoir nutrition, bain froid et sommeil, pour avoir une récupération optimale. Si on fait que sommeil, ça marche pas forcément. Si on fait attention qu'à la nutrition, ça marche pas forcément. C'est vraiment la combinaison des 3. Donc après, dans l'organisation de la journée, c'est faire à peu près attention à ces 3 critères, et en fonction aussi de l'organisation, faire différents types de siestes. Donc on a vu la dernière fois les vertus. Et donc, alors, on comprend ce qu'il faut faire effectivement. Maintenant, dans le cas où on ne le fait pas, quels pourraient être les risques finalement et les conséquences d'un manque de sommeil? Moi, j'avais vu des études, par exemple, qui montraient qu'au-delà d'une certaine carence de sommeil, même 1 heure par jour, mais de manière répétée pendant des longues périodes, on pouvait être dans un état qui était similaire à l'état d'ébriété. Et donc, du coup, nos performances étaient très fortement impactées par ça. Et donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur les risques et les conséquences de cette carence de sommeil? Ouais, bien sûr. Déjà, moi, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée? Pas forcément tous les aspects, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées sur vous qui ont, après un manque de sommeil ou une privation de sommeil, que ce soit sur ponctuel ou sur du plus long terme, est-ce que vous avez remarqué sur vous des changements physiques, mentaux? Très clairement, on n'a pas la même clarté d'esprit. Ouais. Et c'est vrai que souvent on dit que la nuit porte conseil. Je pense que c'est un petit peu lié à mon avis. C'est le fait que après une nuit de sommeil, effectivement, on a peut-être les idées un petit peu mieux en place en tout cas. Enfin, tu nous expliqueras peut-être pourquoi, mais donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais c'est vrai que je pense que la première chose, en tout cas moi qui me vient à l'esprit, c'est la clarté d'esprit et la rapidité cognitive. À processer l'information et à réfléchir de manière générale. Ok, parfait. Ouais, moi, j'ai remarqué que de manière, sur l'aspect physique, le manque de sommeil a un impact. C'est plus dur de gérer l'aspect alimentaire et du coup, j'ai plus tendance à grignoter et donc forcément, ça a un impact sur l'aspect physique. C'est génial. C'est génial parce que vous avez dit un peu tout, mais sans le dire. Mais c'est bien parce que... On est bon, Olivier, on est bon. Attends, sans le dire, ça veut dire qu'on a raté, là. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu quand on voit un iceberg et on voit que le dessus et on voit pas forcément ce qui se passe en dessous, on saurait pas forcément l'expliquer. Et on voit en fait que le sommeil influence sur notre humeur, qui influence sur notre motivation, qui influence sur la performance, qui influence. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux et on tourne comme ça. Et c'est passionnant. Mais c'était ça un peu ce que je voulais dire, c'est que tout est lié. Donc déjà, comme tu disais, par rapport à la performance physique en tant que telle. Donc forcément, on ressent une fatigue musculaire, une sensation de lourdeur. Des muscles qui n'ont pas mis assez de temps pour se régénérer, donc les taux de créatine kinase
je sais pas si ça vous parle trop, ou des critères inflammatoires qui sont élevés. D'accord, donc c'est une inflammation de bas grade qu'on appelle, qui est en fait constante, et le sommeil va enlever cette inflammation de bas grade. Il y a aussi le fait que le stock de glycogène dans les muscles qui se refait aussi pendant le sommeil. Donc le muscle a besoin de glycogène pour pouvoir fonctionner, et s'il n'y a pas cette régénération de glycogène pendant le sommeil, forcément le muscle il va pas être très content, il va pas pouvoir performer comme vous le pensez dans votre tête, voilà, le lendemain ou dans les prochaines semaines. Il y a aussi le manque de lucidité, le manque de précision, la rapidité qui diminue, les chronos qui s'enflamment. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Attends, hier j'ai fait une perf, aujourd'hui je me sens un peu plus fatiguée. Il y a aussi le fait que le risque de blessure augmente si on a un mauvais sommeil, et ça généralement c'est un critère qui a tendance à parler aux sportifs. Donc il augmente de 1,7 fois. Donc c'est pas 2 fois, mais quasi. Donc c'est à garder en tête. Ouais, donc on est presque à 100% de chance de se blesser si on a un déficit de sommeil. Exact. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, notre cognition, etc., tous nos repères sont un peu faussés, et on va tendance à avoir envie d'aller chercher dans nos réserves, justement, qui ne sont pas là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se blesse. Alors du coup, ça m'inspire une réaction. Mon coach m'a toujours dit que je sois stressé, que je dorme pas bien la veille d'une compétition, c'est pas trop grave. L'important, c'est que j'ai bien dormi les 2-3 jours avant. Donc, est-ce qu'on est toujours dans cette règle du débit-crédit ou c'est vraiment que ok, la privation de sommeil à haute dose, ça peut avoir des impacts importants, mais si c'est une fois où on dort moins bien, ça devrait pas nous empêcher d'aller nous entraîner ou d'aller concourir. Alors ça, c'est the big question est-ce que je dois bien dormir à la veille d'une compétition? Alors attention, j'ai bien dit si on dort pas bien, j'ai pas dit si on fait une nuit d'1 heure, là forcément ça aura un impact, mais si on dort 6 heures au lieu de dormir 7 heures, est-ce que ça peut avoir vraiment de gros impacts? En fait, tout dépend de comment est la qualité du sommeil. Tu disais un peu comment on mesure la qualité du sommeil, comment on sait qu'on a bien dormi, etc. C'est la sensation d'avoir eu un sommeil profond, de pas avoir eu un sommeil où on est tout le temps aux aguets là, comme s'il y avait un lion qui pouvait surgir de nulle part, et d'avoir vraiment cette sensation d'avoir dormi. Ok, et le nombre de sportifs qui m'ont dit j'ai jamais été aussi performant le jour J que la veille j'avais dormi 3 heures. Voilà, après il y a l'adrénaline, il y a le contexte de la compétition, si c'est une qualification olympique, si c'est même en amateur, de dire c'est mon premier triathlon XL, j'ai envie de faire bien, forcément j'ai changé de vélo, est-ce qu'il va bien marcher, donc forcément on a envie de bien faire. Donc après c'est plus le jour J plus le côté mental qui va influencer que le sommeil. Et justement, ce qui t'a très bien dit, c'est d'avoir fait une réserve de sommeil en amont, ce qui fait que finalement, la nuit que t'as passée avant, pas si problématique, entre guillemets, étant donné qu'avant, t'as fait toute cette réserve-là. Okay. Ouais, je sais pas si j'ai répondu. Ok, super, très clair. Okay. Et finalement, c'est parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense comme la plupart des triathlètes me préoccupe, la gestion du sommeil. Et c'est vrai que moi récemment, je me suis, je suis arrivé à la conclusion que parfois il valait mieux moins m'entraîner, donc couper un petit peu dans mes heures d'entraînement pour privilégier justement du sommeil, et que à la limite en faisant ça, mes performances vont augmenter. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à garder en tête. C'est que le triathlète souvent il pense que il doit faire énormément de volume. Oui, c'est vrai, il faut faire du volume en effet, mais parfois ça dépend en fait à quel prix finalement. Oui, exactement. C'est vrai que des fois on se dit vas-y pendant 3 semaines je suis à fond, et puis mais le but c'est quand même d'aller au bout de ces 3 semaines. Donc si au bout d'une semaine on dit vas-y je suis cramé, je peux plus rien faire, c'est pas non plus le but. Le but, c'est de faire quelque chose quand même de raisonné, voire après avec les préparateurs physiques aussi. C'est quand on travaille, dans le milieu du sommeil, on travaille jamais tout seul. D'accord ? On est toujours entouré du staff, des préparateurs mentaux, physiques, voire des médecins. Vraiment, en fait, tout
tout ce qui tourne autour du sportif, nutritionniste et pas inventant, tout ce qui tourne autour du sportif, on va vraiment travailler en collaboration pour vraiment faire quelque chose qui soit adapté aux sportifs. Donc si un sportif dit bah vas-y, je vais faire telle distance par semaine, on va lui dire t'es sûr? Voilà. Donc après c'est vrai que pour les triathlètes amateurs, ça va être là toute la difficulté, d'accord, de savoir se gérer, savoir se connaître un peu les limites, etc. Quitte à faire plusieurs essais, vaut mieux aller en crescendo que dans l'autre sens. Il vaut mieux savoir qu'on a des réserves, qu'on peut en faire un peu plus sur une semaine, voir j'ai organisé ma semaine d'une telle manière, je me sens bien mais je sens que je peux en faire un peu plus. La semaine prochaine peut-être que j'augmente soit la distance ou soit et je garde la même distance mais j'améliore mon chrono, mais plutôt dans le long terme plutôt que d'être un peu bourrin et se dire vas-y je vais tout exploser et finalement on va finir blessé ou on va écourter la saison trop rapidement. Finalement, la règle de l'augmentation de 10% par semaine, elle s'applique à beaucoup de sujets et notamment au sport. Peut-être juste avant de conclure, on a beaucoup parlé de tester son sommeil, mesurer son sommeil, essayer de se connaître. Tu nous as parlé aussi dans le premier épisode de mardi que tu avais mis en place un protocole pour mesurer le taux de mélatonine, donc entre guillemets mesurer le taux de fatigue ou la qualité du sommeil des athlètes, des personnes. Est-ce que c'est un test qu'on peut reproduire chez soi ou ça demande vraiment beaucoup de matériel d'analyse et donc c'est inenvisageable? Donc moi en fait, en tant que biochimiste, j'avais un laboratoire à disposition. Donc c'est vrai que c'est des tests. Après, on peut très bien les faire en laboratoire, mais ça a un certain coût. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire. Attention aussi, j'ai tendance à dire attention sur tout ce qui est objets connectés, etc., qui vous donne les temps de sommeil. Il y a un mois, là, il y a eu une intervention sur ça qui disait que les données qui étaient transmises par les montres connectées ou les bagues connectées étaient pas forcément très fiables, par rapport à une méthode d'analyse qui était validée scientifiquement. Donc tu recommandes pas les applications et autres? Ça dépend lesquelles. Donc après, je sais pas si vous voulez que je donne des noms ou quoi, mais peut-être je pense que tu peux y aller, hein. On n'est pas sponsorisé, donc tu peux justement donner celles qui te semblent les meilleures, voire celles qu'il faut éviter. À toi de voir quel angle tu veux donner à ton discours. À l'heure actuelle, parce que c'est toujours pareil, hein, les technologies et l'intelligence artificielle, il y a des nouveautés très très régulièrement. Il y a une montre qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle Fitbit Sense, S-E-N-S-E, qui est à ce jour, je le répète encore, mais on le disait jamais assez, l'outil le plus fiable pour le sommeil. Donc c'est une montre connectée, hein, donc elle vous donnera le chrono, votre fréquence cardiaque, tout ce dont vous avez besoin pour l'outil performance sportive, mais au niveau sommeil, c'est celle qui est le plus fiable à ce jour. Alors des questions, je pense que j'en ai encore plein évidemment, mais effectivement on a déjà passé le temps limite, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de réinviter Lucile d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ouais, et puis j'imagine que nos auditrices et nos auditeurs aussi ont des questions, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour Lucile ou sur le podcast de manière générale, un petit commentaire sur Apple Podcast, voire vous nous contactez via les réseaux et nous on se fera un plaisir de soit d'y répondre si on est en mesure de le faire, soit de transmettre à Lucile qui pourra vous apporter une réponse. Avec le sujet du sommeil, on se rend vite compte que tout le monde est concerné en fait. Donc tout le monde a sa petite question, donc c'est vrai que je serais ravie de répondre à vos questions à Armano et Olivier, mais aussi à toutes les autres. Super. Justement, pour pouvoir répondre, j'aime bien clôturer une série hebdomadaire où on a des invités sur la question. Lucile, si on veut te suivre, si on veut rentrer en contact avec toi, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Et si oui, quelle est la meilleure adresse? Ouais, moi, le principal réseau social que j'utilise pour cette activité sommeil, c'est LinkedIn. Voilà, donc mon nom, mon prénom, Lucile Maffre. Voilà. Après, je suis en train de créer un site internet. Donc, il va probablement sortir quelque chose comme la semaine prochaine. Voilà. Donc, je pourrais aussi vous donner l'adresse du site comme ça. Ce que je fais, c'est une mise à disposition de beaucoup de contenu sur le sommeil. Donc, ça peut être des sujets dont on a parlé aujourd'hui
et les jours précédents, et ça peut être aussi plein d'autres sujets où voilà, donc notamment les siestes, refaire un petit voilà, ça peut être aussi les rêves qui est aussi un côté un peu spécifique du sommeil. Et c'est gratuit, vous pouvez les voir, les revoir, les télécharger, voilà, les partager si vous voulez aussi. Donc je vous donnerai l'adresse de mon site. Super, on ira voir ça. Lucile Maffre, donc Lucile M-A-2-F-R-E. Donc vous pouvez retrouver Lucile sur LinkedIn et puis j'imagine que l'adresse de ton site, dès que tu l'auras, on pourra partager ça peut-être sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, mais je vous la communiquerai. Je suis en pleine réflexion encore sur le nom, mais je vous dirai. Génial. Un grand merci en tout cas, Lucile, pour ton intervention cette semaine. Merci. Et puis, je te souhaite un très beau week-end. Merci, vous aussi, hein. Ensoleillé, j'espère, dans vos pays respectifs. On va essayer. C'est meilleur pour le cycle circadien. Yes, voilà, c'était ça qu'il fallait dire. Merci beaucoup, Lucile. Bon week-end et bonne continuation. Merci, à bientôt. Salut à tous. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. De faire... on a un invité. Ouais. Une invitée. Petit chat. Il voudrait parler aussi. Il vient de dormir, justement, elle a fait sa sieste. Petit témoignage. Voilà. Donc,